Je suis Anthony Rivera. J'ai 29 ans et mon propre père s'est excusé auprès d'une table pleine de millionnaires de mon existence, me traitant de cas social travaillant dans un entrepôt. Jusqu'au moment où mon visage est apparu à la télévision nationale en tant que PDG milliardaire. Avant que je vous parle du silence qui est tombé sur cette table de steakhouse chic, un silence si lourd qu'on pouvait s'étouffer avec, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Très bien, revenons à cette nuit-là. L'air à l'intérieur du steakhouse Morton sentait le vieil argent. Vous connaissez cette odeur? Acajou vieilli, faux filet grésillant, vin rouge cher et une forte dose d'arrogance. C'était le genre d'endroit où l'éclairage était assez tamisé pour cacher vos péchés, mais assez brillant pour attraper l'éclat d'une Rolex. Mon père, Robert Rivera, adorait cet endroit. Pour lui, ce restaurant était le centre de l'univers. C'était sa scène. Et ce soir, j'étais juste un accessoire. Un accessoire qui ne collait pas. J'étais assis au bout de la table. Sentant le grattement familier de la nappe en lin contre mes avant-bras. Je détonnais comme un pouce endolori. Tous les autres portaient des costumes italiens sur mesure, des cravates en soie et des robes qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Et puis il y avait moi. Je portais un t-shirt noir uni, un jean foncé délavé qui avait connu des jours meilleurs et mes bottes Red Wing. Elles étaient éraflées, usées au talon avec un peu de poussière encore coincée dans les lacets provenant du sol de l'entrepôt. J'ai attrapé mon reflet dans l'argenterie polie. J'avais l'air fatigué, pas la fatigue d'un homme qui vient de jouer une partie de golf, mais l'épuisement profond d'un homme qui avait construit quelque chose à partir de rien. Mon père tenait la cour en bout de table. Il avait 60 ans, mais il combattait le vieillissement avec des bronzages chers et de la teinture pour cheveux. Il racontait une histoire sur une transaction immobilière commerciale qu'il avait conclue au centre-ville. Il était bruyant, expansif, prenant tout l'oxygène de la pièce. Tout est une question de levier, tonnait mon père, gesticulant avec un verre de cabernet. Il faut savoir quand les presser. N'est-ce pas vrai, Arthur? Il s'adressait à Arthur Sterling, l'homme assis à sa droite. Arthur était la raison pour laquelle nous étions tous là. Il était le PDG d'un conglomérat de vente au détail massif. Un homme que mon père essayait d'impressionner depuis une décennie. Arthur était poli, hochant la tête tranquillement, mais ses yeux étaient vifs. Il ne regardait pas mon père. Il me regardait. J'ai pris une gorgée d'eau. C'était mon rôle ce soir. Boire de l'eau, rester silencieux et laisser les adultes parler. Puis les portes de la salle à manger privée se sont ouvertes. Désolé d'être en retard. Le trafic sur le pont était un cauchemar et je devais clôturer un portefeuille. Mon frère Julien est entré en coup de vent. Si j'étais l'accessoire, Julien était la star. Il avait 32 ans, l'enfant chéri. Il portait un costume qui coûtait probablement $5000. Ses cheveux étaient parfaitement gominés, et il se portait avec la confiance imméritée de quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot non. Il a marché droit vers la table et a jeté un trousseau de clés sur la nappe blanche. Elles ont atterri avec un cliquetis lourd juste à côté de la corbeille à pain. Clés de Porsche, toute neuve, belle machine, a dit l'un des associés de mon père. Julien a fait un sourire qui montrait trop dedans. Je viens de la récupérer. 911 GT3. Fallait que je me fasse plaisir après le trimestre qu'on vient d'avoir au fond. Il a tiré la chaise en face de moi, s'est assis et m'a regardé de haut en bas. Son sourire s'est transformé en un sourire narquois. Et, Tony, a-t-il dit assez fort pour que toute la table entende. Tu es venu à pied ou le bus est tombé en panne? Quelques personnes ont ri. Mon père ne l'a pas réprimandé. Il a juste pris une gorgée de vin. J'ai conduit, ai-je dit doucement. Ma Honda est garée derrière. La Honda, a ri Julien, secouant la tête en dépliant sa serviette. Dieu, tu as encore ce truc? On dirait une tondeuse à gazon asthmatique. Tu sais, Tony, la présentation compte. Regarde-toi. Tu es dans un restaurant 5 étoiles portant des bottes qui ont l'air d'avoir juste donné un coup de pied dans un tas de fumier. Elles sont confortables, ai-je dit. Et ce sont des bottes de travail. Certains d'entre nous travaillent pour vivre, Julien. La table s'est tue. C'était une petite pique, à peine une égratignure, mais dans ma famille, répondre était un crime. Mon père s'est raclé la gorge bruyamment. Il s'est tourné vers Arthur Sterling,
une expression peinée sur le visage. Arthur, je veux m'excuser, a dit mon père, sa voix dégoulinant de fausse humilité. C'est mon plus jeune, Anthony. Il traverse. Eh bien, il traverse une phase, se chercher. Une phase de 5 ans, a marmonné Julien dans son menu. Il travaille dans un entrepôt dans le Queens, a continué mon père, agitant une main vers moi avec dédain comme s'il chassait une mouche. Travail manuel, quai de chargement, inventaire, ce genre de choses. Nous avons essayé de le faire entrer dans l'entreprise familiale. Offert de payer pour un MBA, mais il préfère le travail manuel. C'est embarrassant, honnêtement. Mais nous l'aimons quand même, a-t-il dit. Nous l'aimons quand même. De la même manière que vous diriez que nous avons gardé le chien même s'il mord. Arthur Sterling m'a regardé. Son expression était illisible. Il y a de l'honneur dans le travail acharné, Robert, a dit Arthur. Sa voix était calme, autoritaire. Bien sûr, bien sûr. Mon père a fait marche arrière rapidement. Mais il y a le travail acharné et puis il y a le potentiel gâché. Anthony avait une bourse complète pour Harvard, vous savez, a abandonné, et juste parti pour déplacer des boîtes. Ma mère, Eleanor, a tendu la main et a tapoté la mienne. Son toucher était froid. Nous voulons juste que tu sois en sécurité, Tony, a-t-elle chuchoté. Nous nous inquiétons pour ton avenir. Tu ne peux pas soulever des boîtes éternellement. Et l'assurance? Et la pension? Julien vient d'acheter une Porsche. Il a une maison dans les Hantons. Il construit une vie. J'ai une vie, maman. J'ai dit, tu as un studio et un mauvais dos, m'a-t-elle corrigé. J'ai retiré ma main. Le serveur est apparu à mon épaule. Un jeune gars qui avait l'air terrifié par mon père. Puis-je vous servir quelque chose à boire, monsieur, m'a-t-il demandé. Juste un club soda, s'il vous plaît, ai-je dit. Oh, apportez-lui une bière, est intervenu Julien. Avez-vous quelque chose de bon marché? Quoi que ce soit que les ouvriers du bâtiment boivent ces jours-ci. Le club soda ira très bien, ai-je répété, ma voix se durcissant. Le serveur a hoché la tête et s'est éloigné précipitamment. J'ai baissé les yeux sur la table. Mon poing était serré sur ma cuisse, caché par la nappe. Je pouvais sentir la colère monter dans ma poitrine. Une chaleur liquide brûlante, mais je l'ai repoussée. Pas encore. J'ai vérifié ma montre. C'était une simple Timex. Fiable. 19h45. 15 minutes. Alors, Julien. Mon père a ramené la conversation sur son sujet préféré. Parle à Arthur du marché. Que vois-tu dans la technologie? Julien s'est redressé, bombant le torse. La technologie est volatile en ce moment, a-t-il dit, récitant des mots à la mode qu'il avait probablement lus dans un gros titre ce matin-là. Nous pivotons vers des actifs conservateurs. La logistique en fait, la chaîne d'approvisionnement est un gâchis, mais il n'y a pas de véritable innovation là-dedans. C'est une impasse pour le capital risque. Juste des camions et des entrepôts poussiéreux. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas rire. Une impasse. Intéressant, a dit Arthur Sterling. Il s'est penché en avant. Je pense en fait que la logistique est le secteur le plus excitant en ce moment. Il y a une rumeur sur une entreprise appelée Nexus Chain. En avez-vous entendu parler? Mon cœur a cogné contre mes côtes. Julien a agité la main. Nexus? Ouais, j'ai entendu le nom. Probablement juste une autre start-up qui brûle du cash. Ils seront en faillite dans 6 mois. C'est que du battage médiatique. Arthur n'a rien dit. Il a juste regardé Julien pendant un long moment, puis a tourné son regard vers moi. Il y avait quelque chose dans ses yeux. De la reconnaissance, de la curiosité. J'ai gardé mon visage neutre. J'ai pris un morceau de pain et l'ai beurré lentement. Qu'en penses-tu, Anthony? Arthur m'a demandé directement. Tu es dans l'entreposage. As-tu entendu parler de Nexus Chain? Mon père a ricané. Arthur, s'il te plaît. Tony charge des camions. Il ne lit pas le Financial Times. Il ne reconnaîtrait pas une licorne technologique si elle lui donnait un coup de pied dans les tibias. En fait, ai-je dit, regardant Arthur dans les yeux. Je pense qu'ils tiennent quelque chose.
Il se concentre sur le dernier kilomètre. Automatisation, efficacité. Ils ne font pas que déplacer des boîtes. Ils prédisent où les boîtes doivent être avant même que le client ne les commande. Écoutez-le, Harry Julian. Il a mémorisé une brochure. Contente-toi du chariot élévateur, Tony. Laisse l'analyse aux professionnels. Le serveur est revenu avec mon club soda. J'ai pris une gorgée. Les bulles ont piqué ma gorge. 19h50, 10 minutes. Sous la table, mon téléphone a vibré. Un SMS. Je l'ai glissé hors de ma poche, prenant soin de le garder sous le bord de la table. C'était de Sarah, ma directrice technique. SMS. Nous sommes en direct dans 10. La valorisation est confirmée. Bloomberg est prêt. Ça va? J'ai répondu par une seule lettre. Oh, j'ai levé les yeux. Ma famille mangeait ses amuse-gueules, cocktails de crevettes géantes et carpaccio de bœuf. Ils riaient, buvaient, se célébraient eux-mêmes. Ils n'avaient aucune idée d'avec qui ils étaient assis. Pour eux, j'étais l'échec. Le mouton noir. L'exemple à ne pas suivre. Ils ne savaient pas que l'industrie sans issue dont Julian se moquait était celle que j'avais conquise. Ils ne savaient pas que l'entrepôt poussiéreux était mon laboratoire. Et ils ne savaient certainement pas que dans 10 minutes, tout ce qu'ils croyaient savoir sur le succès allait voler en éclats. Papa, ai-je dit, interrompant une histoire sur son handicap au golf. Il a semblé agacé. Qu'est-ce qu'il y a, Anthony? J'aurai peut-être des nouvelles plus tard, ai-je dit. À propos de mon travail. Il a soupiré, posant sa fourchette. T'es-tu fait virer? Dieu. Anthony, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas perdu ce travail. Je ne peux pas appeler mon ami au syndicat à nouveau. Non, je ne me suis pas fait virer, ai-je dit. As-tu eu une augmentation? A demandé maman avec espoir. Un autre $1 de l'heure? Quelque chose comme ça, ai-je dit. Julian a reniflé. C'est la tournée de Tony ce soir, les gars. Il a eu une augmentation $1. Peut-être qu'il peut se permettre un amuse-gueule maintenant. J'ai souri. Un vrai sourire authentique. Peut-être que je peux, ai-je dit. J'ai regardé la grande télé à écran plat fixée au mur de la salle privée. Elle était actuellement en sourdine. Diffusant un résumé des temps forts sportifs. Papa, ai-je dit, ça te dérange si on met les infos? Bloomberg a un reportage spécial à 20h. Je pense que tu devrais le voir. Bloomberg, mon père a froncé les sourcils. Depuis quand regardes-tu les infos économiques? Fais-moi juste plaisir, ai-je dit. Mon père a levé les yeux au ciel mais a fait signe au serveur. Mettez Bloomberg. Gardez le volume bas. Nous essayons de manger. L'écran a clignoté. Les temps forts sportifs ont disparu, remplacés par les graphiques élégants du réseau Bloomberg. Le bandeau défilant en bas de l'écran faisait passer les cours des actions. 19h58. 2 minutes. J'ai pris une profonde inspiration. L'odeur du steak était soudainement nauséabonde. Mes mains étaient stables, mais mon estomac faisait des bonds. C'était ça. 5 ans de silence. 5 ans à être le punching ball. 5 ans de « mange tes légumes, Tony ». C'est de la nourriture gratuite. Tout était sur le point de finir. Je ne sais pas pourquoi nous regardons ça, c'est plein Julian, coupant dans son steak. Ce ne sont que des récapitulatifs de marché. Ennuyeux. Attendez, ai-je dit. À l'écran, la présentatrice s'est tournée vers la caméra. Son visage était sérieux, professionnel. À venir au début de l'heure. Le texte à l'écran disait « Le milliardaire de Londres ». Je me suis penché en arrière dans ma chaise. J'ai regardé mon père qui était occupé à essayer d'attirer l'attention d'Arthur. J'ai regardé ma mère qui picorait sa salade. J'ai regardé Julian qui vérifiait son reflet dans sa cuillère. Il n'est qu'un ouvrier d'entrepôt, avait dit mon père. Il était sur le point de découvrir à quel point ces boîtes étaient vraiment lourdes. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas renversé la table sur le champ, pour comprendre pourquoi je les ai laissés m'insulter pendant 1 heure alors que j'étais assis sur un secret qui pouvait acheter et vendre tout le monde dans cette pièce, vous devez comprendre d'où je viens. Vous devez comprendre la nuit où je suis mort. Enfin, la nuit où Anthony rivera,
le fils, est mort. C'était il y a 5 ans, un mardi, il pleuvait. Pas juste une bruine, mais une averse torrentielle new-yorkaise qui donnait l'impression que le ciel essayait de laver la ville dans l'océan. Je me tenais dans le hall de la maison de mes parents à Westchester. Mes sacs étaient faits, 2 sacs de sport contenant tout ce que je possédais. Tu franchis cette porte, a crié mon père, le visage violet de rage. Et tu es mort pour moi. Tu m'entends? Mort. J'avais 24 ans. Je venais de lui dire que j'abandonnais le programme MBA dans lequel il m'avait forcé. Je lui ai dit que je ne voulais pas être un requin. Je ne voulais pas trader des produits dérivés ou pressurer des locataires pour le loyer. Je voulais construire des choses. J'ai un plan, papa. J'avais supplié. La chaîne d'approvisionnement est cassée. J'ai une idée de logiciel. Ce logiciel? Il a craché le mot. Tu te prends pour Mark Zuckerberg? Tu es un imbécile, Anthony. Tu abandonnes un héritage pour une chimère. Si tu pars, ne reviens pas quand tu échoueras. Ne demande pas d'argent. Ne demande pas d'aide. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Et laisse la voiture, a-t-il ajouté. Je l'ai payé. J'ai mis les clés de la BMW sur la table du hall. J'ai ramassé mes sacs. J'ai regardé ma mère. Elle se tenait dans l'escalier, pleurant, des larmes silencieuses. Mais elle n'a pas dit un mot. Elle ne lui a jamais tenu tête. Jamais. Je suis sorti sous la pluie. J'ai marché 3 kilomètres jusqu'à la gare. Je me suis assis sur le banc mouillé, frissonnant avec $40 en poche et un feu dans les tripes qui me gardaient au chaud. Ce fut le début de l'exil. J'ai fini dans le Queens. Je ne pouvais pas me permettre un appartement, alors j'ai loué un coin d'entrepôt à un gars nommé Samy. Samy avait 65 ans, un vieil homme bourru avec des mains comme du papier de verre et un cœur en or. Il dirigeait une petite entreprise de logistique qui survivait à peine. Tu peux dormir dans le bureau du fond, m'a dit Samy cette première nuit. Mais tu travailles. Tu gagnes ta croûte. 6h à 20h. On charge des camions. On trie l'inventaire. Pas de plainte. D'accord. J'ai dit pendant la première année, je n'ai pas vu le soleil. Je me réveillais sur un lit de camp qui sentait le moisi. Je mangeais des ramen instantanés 3 fois par jour. Je soulevais des boîtes jusqu'à ce que mes mains aient des ampoules et saignent. Et puis je les scotchais et en soulevais d'autres. Mon dos hurlait à l'agonie. Mes pieds enflaient tellement que je devais couper les côtés de mes bottes pour soulager la pression. C'est là que j'ai eu les Red Wings. Je les ai trouvés dans une friperie. Elles étaient déjà rodées, robustes. Elles sont devenues mon symbole. Mais pendant que je chargeais des camions, je regardais. J'apprenais. Je voyais les inefficacités. Je voyais des chauffeurs attendre 3 heures pour de la paperasse. Je voyais l'inventaire se perdre à cause d'une mauvaise écriture sur des porte-blocs. Je voyais des itinéraires qui gaspillaient du carburant et du temps. L'industrie fonctionnait sur une technologie des années 1980 dans un monde de 2020. Chaque soir après que Samy soit rentré chez lui, j'ouvrais mon ordinateur portable fissuré. J'ai appris Python tout seul. J'ai appris l'apprentissage automatique. J'ai commencé à écrire du code. Je l'ai appelé Nexus, un système qui connectait chaque partie de la chaîne, chauffeur, entrepôt, détaillant, données en temps réel, analyse prédictive. Une nuit, environ 18 mois plus tard, Samy m'a surpris. Il était 2 heures du matin. J'étais voûté sur l'ordinateur portable dans le bureau glacial. « Qu'est-ce que tu fais, gamin ?» a-t-il demandé, tenant un thermos de café. « J'essaie de réparer le routage pour demain, ai-je dit en me frottant les yeux. Si nous changeons la séquence des dépôts du Jersey, nous pouvons économiser 2 heures de carburant. » Samy a regardé l'écran. Il m'a regardé. Il s'est assis. « Montre-moi. » Je lui ai montré. Le lendemain, nous l'avons essayé. Nous avons économisé 3 heures. Les chauffeurs étaient contents. Samy était choqué. « Tu n'es pas juste un pousseur de boîte, n'est-ce pas ?» m'a demandé Samy. « Non, Samy. » J'ai dit, je ne le suis pas. Samy est devenu mon premier investisseur. Il m'a donné $5000 de son fonds de retraite pour acheter de meilleurs serveurs. Ne les perds pas, gamin. Il a dit, c'est l'argent de mon bateau de pêche.
J'ai pris cet argent et l'ai transformé en prototype. Je l'ai présenté à de petites entreprises de camionnage. Ils ont ri de mes vêtements, mais ils ont écouté les données. Nous avons commencé à grandir lentement au début, puis de façon exponentielle. J'ai embauché Sarah, une codeuse rencontrée sur un forum, comme ma directrice technique. Nous travaillons depuis ce bureau d'entrepôt entouré de l'odeur de diesel et de carton. Nous n'avions pas de chaises fantaisistes. Nous étions assis sur des caisses. Il y a 2 ans, nous avons atteint notre premier million de revenus. Je n'ai pas acheté de voiture. J'ai réinvesti chaque centime. L'année dernière, nous avons atteint 300 millions. Il y a 6 mois, Sequoia Capital est venu frapper à la porte. Il se fichait de mes bottes. Il s'intéressait à l'algorithme. Mais à travers tout cela, j'ai gardé ma bouche fermée. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Pourquoi? Parce que je savais ce qu'ils diraient. Si je leur disais que je gagnais bien ma vie, papa s'en attribuerait le mérite. Tu vois, la pression a fonctionné. Si je leur disais que c'était une lutte, ils se moqueraient de moi. Alors, je les ai laissés croire au mensonge. Je les ai laissés croire que j'étais juste un ouvrier. Je voulais voir s'ils pouvaient m'aimer sans le statut. Je leur rendais visite pendant les vacances. J'écoutais Julien se vanter de ses bonus, de ses promotions, de ses montres chères. Je regardais mon père le flatter. Je restais assis là à manger la dinde sèche en répondant à leurs questions condescendantes. Toujours à travailler à l'entrepôt, Tony? Oui, papa. Quand vas-tu trouver un vrai travail? J'aime mon travail, papa. C'était un test. Un test qu'ils échouaient à chaque fois. De retour dans le présent à la table du steakhouse, le souvenir de cette nuit détrempée m'a envahi. J'ai regardé ma mère. Elle poussait une assiette de brocoli vapeur vers moi. Mange, Tony, a-t-elle chuchoté à nouveau. C'est sain. Tu as l'air maigre. As-tu assez d'argent pour la nourriture cette semaine? Cela ressemblait à de l'inquiétude, mais c'était une arme. C'était sa façon de me rappeler ma place. Le fils pauvre, celui qui avait besoin de charité. Je vais bien, maman. J'ai dit, repoussant légèrement l'assiette. J'ai plein de nourriture. Ne sois pas fière, a-t-elle soupiré. Julien a proposé de t'envoyer de l'argent pour les courses. Tu devrais le prendre. J'ai regardé Julien. Il était occupé à taper sur son téléphone. Ignorant la conversation. De l'argent pour les courses de la part du gars qui, je le savais parce que j'avais vérifié les antécédents de tout le monde à cette table dans le cadre de ma diligence raisonnable pour une acquisition potentielle de l'entreprise d'Arthur, était endetté jusqu'au cou. Je n'ai pas besoin de l'argent de Julien, ai-je dit, ma voix stable. Mon père a claqué son verre de vin. Ne sois pas ingrat. Ton frère essaie de t'aider et tu agis comme si tu valais mieux que ça. Tu es un ouvrier d'entrepôt, Anthony. Tu gagnes quoi? 15 $ de l'heure. Avale ta fierté et dis merci. Le volume de sa voix a fait tourner les têtes aux tables voisines. L'humiliation brûlait mes joues. Pas parce que j'avais honte de moi, mais parce que j'avais honte de lui. J'ai regardé Arthur Sterling. Il regardait l'échange avec un air de dégoût. Il voyait un père intimider un fils. Il voyait une famille qui mesurait la valeur en dollars. J'ai dit, je vais bien, ai-je répété, gardant ma voix basse. Et papa, baisse d'un ton. Tu déranges monsieur Sterling. Mon père est devenu violet. Ne me dis pas quoi faire. C'est moi qui paie pour le steak que tu es sur le point de manger. En fait, ai-je pensé, je pourrais acheter cette chaîne de restaurants maintenant et virer le chef si je le voulais. Mais je ne l'ai pas dit. Pas encore. J'ai jeté un coup d'œil à la télé à nouveau. La pause publicitaire se terminait. La musique d'intro de Blomberg a commencé à jouer. Un rythme électronique entraînant. C'était la bande-son de ma victoire. J'ai regardé Julien. Et, Julien. J'ai dit, comment vont ces paiements sur la Porsche? Les taux d'intérêt sont assez élevés en ce moment. La tête de Julien s'est relevée brusquement, ses yeux se sont plissés. Ne t'inquiète pas pour mes finances, petit frère. Inquiète-toi de payer ton loyer. Je ne suis pas inquiet, ai-je dit. Mais tu as l'air un peu en sueur, il l'était. Des perles de sueur se formaient sur son front.
Il a vérifié son téléphone à nouveau, tapant furieusement. Je savais quelque chose qu'il ne savait pas. Je savais que le marché avait changé cet après-midi-là. Je savais que les positions à haut risque détenues par son fonds avaient plongé. Je le savais parce que mon logiciel suit les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et qu'une pénurie massive de semi-conducteurs venait de déclencher une vente massive dans le secteur technologique. Dont il était si fier. Il saignait de l'argent en ce moment même assis à cette table prétendant être un roi. Et j'étais sur le point de lui montrer à quoi ressemblait un véritable empereur. Les assiettes d'amuse-gueule étaient débarrassées. Le serveur bougeait avec l'efficacité silencieuse de quelqu'un qui voulait être invisible, surtout autour de mon père. Je ne le blâmais pas. La tension à notre table était assez épaisse pour être coupée avec un couteau à steak. Julien se remettait de ma pique sur la Porsche. Il a pris une grande gorgée de son scotch et s'est penché en arrière, adoptant cette pose de supériorité détendue qu'il avait perfectionnée au lycée. Alors, Arthur, a dit Julien, sa voix forte. Essayant de reprendre le contrôle de la salle. Assez parlé de logistique ennuyeuse. Parlons d'immobilier. Je conclus sur une maison de vacances au Turquet-Caïque le mois prochain. Front de mer. Vous devriez amener la famille. Papa, tu adorerais. Chef privé, piscine à débordement. Mon père a rayonné. Sa colère contre moi momentanément oubliée. Ça a l'air magnifique, Phil. Magnifique. Tu vois ça, Anthony? C'est ce que l'ambition t'apporte. Les Turquet-Caïques. Je préfère les montagnes, ai-je dit doucement. Bien sûr que oui, a ricané Julien. Le camping est gratuit. Il a sorti son téléphone à nouveau pour montrer à Arthur des photos de la villa. Alors qu'il faisait défiler la galerie, une notification est apparue en haut de son écran. J'étais assis directement en face de lui et la luminosité était au maximum. Alerte Bank of America. Votre transaction de 4500 $ a été refusée. Fonds insuffisant. Je l'ai vu. Julien l'a vu. Il l'a rapidement fait disparaître, son pouce tressaillant. Il m'a jeté un coup d'œil, la panique traversant ses yeux pendant une microseconde avant que le masque ne retombe. Juste des spams, a marmonné Julien, fourrant le téléphone dans sa poche. Tout va bien? Ai-je demandé, mettant un peu de tranchant dans ma voix. Bien, parfait, a claqué Julien. Pourquoi es-tu si obsédé par mon téléphone? Jaloux. Je veille juste sur toi, ai-je dit. Tu sais, la fraude est endémique ces jours-ci. J'ai la meilleure sécurité que l'argent puisse acheter, a-t-il rétorqué. Je suis sûr que oui, ai-je dit. Si le chèque passe, mon père en avait assez. Arrête ça, Anthony. Arrête de provoquer ton frère. Tu es jaloux. C'est laid. Tu restes assis là dans tes vêtements sales à le juger. Il est un succès. Il est vice-président. Que es-tu? Tu n'es rien. Le mot est resté suspendu dans l'air. Rien. Ce n'était pas la première fois qu'il le disait. Il l'avait dit quand j'avais quitté l'école de commerce. Il l'avait dit quand j'avais manqué Noël parce que je réparais un crash de serveur. Mais le dire ici devant Arthur Sterling devant les serveurs, c'était une déclaration de guerre. J'ai senti une vibration dans ma poche. Sarah encore. SMS. Le système est au vert. L'interview est calée. Tu rends bien en HD, patron. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai souri. J'ai sorti mon téléphone pour répondre. Juste un pouce levé rapide. Range ce téléphone. Mon père ne l'a pas juste dit. Il l'a rugi. Il a claqué sa main sur la table, faisant sauter l'argenterie. Tu es à un dîner professionnel, a-t-il crié, son visage prenant une teinte cramoisie dangereuse. Nous discutons d'affaires de plusieurs millions de dollars, et tu joues avec ton téléphone comme un adolescent. Montre un peu de respect. Chaque tête dans le restaurant s'est tournée vers nous. J'ai vu un couple à la table voisine reculer. Papa, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Je travaille. Tu travailles, Harry Julien. Un son d'aboiement dur. Sur quoi? Suivre une cargaison de jouets en plastique pour le magasin à $1. Où est-ce que tu passes un niveau à Candy Crush? Je surveille un déploiement, ai-je dit. Pour un client. Un client? Mon père s'est moqué.
Qui est le client? Joe's Pizza. Ont-ils perdu un sac de pepperoni? Non, ai-je dit, un détaillant national. Nous migrons tout leur réseau de distribution de la côte ouest sur notre plateforme ce soir. C'est une opération sensible. Ma mère a soupiré bruyamment. Oh, Anthony, s'il te plaît, arrête de mentir. Ça me brise le cœur. Admets juste que tu envoies des SMS à une fille ou que tu joues à un jeu. N'invente pas ces histoires. Ce n'est pas une histoire, maman. Si, a-t-elle crié. C'est un fantasme. Tu inventes cette carrière pour te sentir mieux parce que tu sais que tu as échoué. Tu sais, tu nous as déçus. Déçus? Je l'ai regardé. Parce que je ne suis pas devenu un clone de Julien, parce que tu as gâché ton potentiel. Elle a dit, nous t'avons tout donné. École préparatoire, tuteur, la meilleure vie, et tu as choisi d'être ça. Elle a fait un geste vers mon t-shirt. Arthur Sterling s'est raclé la gorge. Il avait l'air mal à l'aise, mais aussi intensément concentré. Robert, a dit Arthur doucement. Peut-être devrions-nous nous calmer. Anthony dit qu'il travaille. Donnons-lui le bénéfice du doute. Vous ne le connaissez pas, Arthur. A dit mon père, essuyant la sueur de sa lèvre supérieure. C'est un menteur pathologique. Il nous raconte qu'il dirige une entreprise depuis des années. Mais regardez-le. Il conduit une Honda de 10 ans. Il vit dans une boîte à chaussures. Est-ce que ça ressemble à un PDG pour vous? Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Si tu réussissais, Anthony, tu le montrerais. Tu porterais un costume. Tu conduirais une voiture décente. Tu paierais le dîner. Le succès n'est pas ce que tu achètes, papa. J'ai dit que c'est ce que tu construis. Il a craché. L'argent est le tableau de bord. Et tu perds. Tu es un perdant, Anthony. Un perdant. Les insultes étaient comme des coupures invisibles. Tranche après tranche. Mais contrairement à il y a 5 ans, elle ne saignait pas. Elle ne faisait que durcir ma résolution. J'ai regardé mon téléphone. L'heure était 19h59 et 30 secondes. Tu sais, ai-je dit, ma voix tombant dans un registre qui les a forcés à se pencher. Tu as raison, papa. L'argent est un tableau de bord. Et Julien a une belle voiture. Tu as un beau costume. Je me suis levé lentement. J'ai pris mon club soda. Mais il y a une différence entre avoir de l'argent et avoir de la valeur. Julien est endetté. Je le sais parce que je peux voir son utilisation de crédit sur le scan du dark web que nous effectuons pour la sécurité. La bouche de Julien s'est ouverte. Tu quoi? Et toi, papa? Je me suis tourné vers lui. Tu es surendetté sur le projet du centre-ville. Tu as besoin du contrat d'Arthur pour rester à flot. C'est pourquoi tu es si désespéré ce soir. C'est pourquoi tu cries sur ton fils. Parce que tu as peur. Mon père avait l'air d'avoir été giflé. Comment oses-tu? Je ne suis pas un perdant, papa. J'ai dit, et je ne suis pas un menteur. J'ai pointé l'écran de télévision. Je suis la une. Alors que je parlais, la publicité s'est terminée. Le graphique du reportage spécial de Bloomberg a tourbillonné sur l'écran en rouge et blanc. La pièce est devenue silencieuse. Pas le silence de la gêne, mais le silence d'un vide avant une explosion. Mon père a regardé la télé. Julien a regardé la télé. Arthur Sterling a regardé la télé. Et puis la présentatrice a parlé. Les secondes entre ma déclaration et la voix de la présentatrice ont semblé des heures. C'était l'œil de l'ouragan. Ce calme étrange et inquiétant où le monde retient son souffle avant que le toit ne soit arraché. J'ai observé les visages autour de la table. Le visage de mon père était figé dans un masque de confusion et de rage. Il essayait de traiter ce que je venais de dire. Surendetté, désespéré. La une. Les mots ne collaient pas à sa réalité. Dans sa réalité, j'étais le raté. J'étais celui qui avait besoin d'être sauvé. Que je le défie, que je l'expose, c'était comme si les meubles s'étaient soudainement mis à parler. Julien ressemblait à un cerf dans les phares. Il était encore sous le choc de mon commentaire sur sa dette.
Sa main serrait son téléphone dans sa poche comme une bouée de sauvetage. Il jetait des coups d'œil de moi à la télé, ses yeux faisant des allers-retours, essayant de trouver la blague, essayant de trouver la chute où il pourrait rire et me traiter de fou. Mais Arthur était différent. Arthur avait tourné sa chaise complètement vers la télévision. Il ne me regardait plus. Il regardait l'écran avec l'intensité d'un faucon. À côté de lui, l'avocat, David Chain, faisait la même chose. David Chain était un type vif, un requin d'entreprise. Il avait été silencieux tout le dîner, observant, calculant. Mais quand j'ai mentionné Nexus Chain plus tôt, j'ai vu ses oreilles se dresser. Maintenant il avait son téléphone sorti sous la table. Je pouvais voir son pouce défiler rapidement. Il a arrêté de défiler. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux se sont écarquillés. Il a regardé à nouveau son téléphone, puis de nouveau moi. Il a donné un coup de coude à Arthur. Arthur, a-t-il chuchoté. Mais dans le silence, cela a sonné comme un cri. Regarde ça. Il a glissé son téléphone sur la nappe vers Arthur. Arthur a baissé les yeux. Il a lu ce qui était sur l'écran. Il a levé les yeux vers moi. Une réalisation lente s'est répandue sur son visage, remplaçant la confusion. C'était un regard de respect. Montez le son, a dit Arthur au serveur. Quoi, a claqué mon père. Arthur, ne l'encouragez pas. Il fait une dépression nerveuse. Anthony, assieds-toi avant que j'appelle la sécurité. Montez le son, a répété Arthur, sa voix autoritaire. Il n'a même pas regardé mon père. Je veux entendre ça. Le serveur, tremblant légèrement, a appuyé sur le bouton de volume de la télécommande. Et ce soir, dans notre projecteur sur les innovateurs, la voix de la présentatrice a rempli la pièce, nette et professionnelle. Nous vous emmenons à l'intérieur de la révolution la plus silencieuse de l'industrie américaine. L'écran montrait des images d'un immense entrepôt, mais il n'était pas poussiéreux. Il n'était pas sombre. Il était d'un blanc étincelant. Des robots, des unités autonomes orange vif, filaient à travers le sol comme un ballet chorégraphié. Des tapis roulants bougeaient à des vitesses floues. Cela ressemblait plus à un vaisseau spatial qu'à une installation de stockage. C'est. Mon père a plissé les yeux. Ça ressemble à une usine. C'est un centre de traitement des commandes, ai-je dit doucement. Au cours des 5 dernières années, a continué la présentatrice, une entreprise a silencieusement acquis des parts de marché, réécrivant le code de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et faisant économiser des milliards de dollars aux grands détaillants en efficacité. Un graphique est apparu à l'écran. Un logo, 3 maillons imbriqués dans une police élégante et moderne. Nexus Chain. Nex, a chuchoté Julien. C'est l'entreprise dont Arthur parlait. Coïncidence, a marmonné mon père, mais sa voix manquait de conviction. Il transpirait abondamment maintenant. L'entreprise a été fondée dans un entrepôt du Queens par un décrocheur qui a commencé avec rien d'autre qu'un ordinateur portable et un prêt d'un responsable de quai de chargement, a dit la présentatrice. La caméra a coupé sur un plan du vieil entrepôt. Celui avec le toit qui fuyait. Celui où je dormais sur un lit de camp. Ma mère a halté. C'est. Robert, ça ressemble à l'endroit où nous avons rendu visite à Anthony. Tu te souviens, avec les rats? Mon père n'a pas répondu. Il fixait l'écran, la bouche légèrement ouverte. Il n'a jamais donné d'interview télévisée. Il n'est jamais apparu en couverture de magazine. Il conduit une Honda. Il vit dans un appartement modeste, mais les initiés l'appellent le fantôme dans la machine. David Chain, l'avocat, a enlevé ses lunettes et les a polies. Il m'a regardé avec un sourire narquois. Fantôme dans la machine, a-t-il murmuré. Accrocheur. J'ai croisé les bras. J'ai senti un étrange sentiment de calme. Toute la colère, tout le ressentiment, ça s'estompait. Maintenant, c'était juste des faits. Des données froides et dures. Ce soir, pour la première fois, il sort de l'ombre. La présentatrice a dit pour annoncer une levée de fonds de série B historique qui a stupéfié Wall Street. La musique à la télé a enflé, un battement de tambour dramatique. Veuillez rencontrer le fondateur et PDG de Nexus Chain. Mon père a retenu son souffle. Julien a arrêté de mâcher.
Le restaurant entier a semblé basculer sur son axe, Anthony Rivera. Et j'étais là à l'écran. J'étais assis dans mon bureau, le nouveau avec les murs de verre donnant sur le centre de distribution. Je portais une chemise boutonnée blanche impeccable, manches retroussées, pas de cravate. J'avais l'air confiant. J'avais l'air puissant. Je ressemblais à l'homme que j'étais, pas au garçon qu'il traitait comme tel. Le graphique de texte à l'écran a changé. Anthony Rivera PDG valeur nette. Les chiffres ont commencé à défiler. 1,4 milliard. 1,4 milliard de dollars. Le chiffre trônait sur l'écran en police blanche grasse sur fond bleu. C'était massif. Impossible. J'ai regardé le chiffre. Puis j'ai regardé mon père, Robert Rivera, l'homme qui m'avait fait la leçon sur les vrais emplois pendant 5 ans, laisser tomber sa fourchette. Elle a heurté l'assiette en porcelaine avec un bruit métallique fort qui a résonné comme un coup de feu. Son visage s'est vidé de sa couleur, virant à une teinte grisâtre maladive. Il fixait l'écran, puis moi, puis de nouveau l'écran. Son cerveau essayait de rejeter ce que ses yeux voyaient. C'était un court-circuit cognitif. Il a croassé. Sa voix était à peine un murmure. C'est une faute de frappe. Ça doit l'être. Millions. 1,4 million. Milliard Robert, a dit Arthur Sterling, sa voix remplie de crainte. Avec un monsieur non. Julien s'est levé, sa chaise raclant violemment contre le sol. Non, c'est faux. C'est une farce. Tony a piraté la télé. Il est doué avec les ordinateurs, non? Il a piraté le flux. Assieds-toi, Julien, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Mais elle portait de l'autorité. L'autorité d'un homme qui signe les chèques. Je ne m'assierai pas, a crié Julien, pointant un doigt tremblant vers moi. Tu es une fraude. Tu charges des camions. Tu ne peux pas représenter une entreprise d'1 milliard de dollars. Regarde tes chaussures. Regarde tes chaussures, Tony. Julien, la ferme, a dit David Chin sèchement. L'avocat a levé son téléphone. C'est sur Bloomberg.com. C'est sur Forbes. C'est sur le Wall Street Journal. Le roi de l'entrepôt en première page. Julien s'est effondré dans sa chaise. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il a fait défiler son téléphone, ses yeux s'écarquillant à chaque balayage. À la télé, l'interview continuait. Monsieur Rivera, a demandé l'intervieweur au moins à l'écran. Pourquoi rester caché? Pourquoi le secret? Le Tony à l'écran a souri parce que le travail compte plus que les applaudissements. Je voulais construire quelque chose de réel. Je ne voulais pas être distrait par le bruit ou les sceptiques. Vous avez une participation majoritaire de 68% dans Nexus Chain. L'intervieweur a noté, après ce tour avec Sequoia Capital, cela place votre valeur nette personnelle à environ 1,4 milliard de dollars. Est-ce que cela change quelque chose pour vous? Non. À l'écran. Tony a dit, je conduis toujours ma Honda. Je vérifie toujours le code moi-même, mais cela signifie que nous pouvons nous développer. Nous pouvons embaucher plus de gens. Nous pouvons résoudre plus de problèmes. Ma mère pleurait. Ses mains couvraient sa bouche. Des sanglots étouffés s'échappaient entre ses doigts. Anthony. Oh mon Dieu. Anthony. Elle ne pleurait pas parce qu'elle était heureuse. Elle pleurait parce qu'elle était terrifiée. Elle réalisait à ce moment-là que chaque regard de pitié, chaque billet de courses offert, chaque discours de mère déçue avait été une blague. Elle réalisait qu'elle ne connaissait pas son propre fils. Tu savais, a chuchoté mon père. Il m'a regardé, les yeux humides. Tu étais assis là. Tous ces dîners. Toutes ces années, tu savais. Je travaillais, papa. J'ai dit, comme tu me l'as dit. Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Il a supplié. Nous aurions pu. Nous aurions pu t'aider. Nous aurions pu investir. Je n'avais pas besoin de votre argent, ai-je dit. J'avais besoin de votre confiance et je ne l'ai jamais eue. La table était silencieuse. La dynamique de pouvoir avait changé si violemment que la pièce semblait pencher. Il y a 5 minutes, j'étais le cas social.
Maintenant j'étais le soleil et il n'était que des planètes orbitant autour de ma gravité. Arthur Sterling s'est levé. Il a boutonné sa veste de costume. Il a contourné la table. Il n'a pas marché vers mon père. Il a marché vers moi. Monsieur Rivera, a dit Arthur. Il a tendu la main. Je vous dois des excuses. Je ne vous ai pas reconnu. J'essaie d'obtenir un rendez-vous avec votre vice-président des ventes depuis 3 mois. Je me suis levé et lui ai serré la main. Appelez-moi Tony, Arthur. Et j'ai vu vos emails. L'intégration avec votre système de points de vente est délicate, mais nous pouvons le faire. Vous lisez mes emails? Arthur avait l'air stupéfait. Je lis tout, ai-je dit. Tony, a dit Arthur, sa voix urgente. Si vous pouvez intégrer nos systèmes, je parle d'un contrat de 200 millions de dollars annuels. Je veux être exclusif avec Nexus. Nous pouvons en discuter. J'ai dit, appelez mon bureau lundi. Demandez Sarah. Dites-lui que je vous envoie. Je le ferai. Merci. Merci, a dit Arthur. Il m'a regardé comme si j'étais un sauveur. Mon père regardait cette interaction la bouche ouverte. Arthur Sterling, l'homme qu'il avait passé 10 ans à courtiser, suppliait son raté de fils pour un rendez-vous. Arthur. Mon père a bégayé. Arthur, asseyez-vous. Finissons le vin. Nous avons l'affaire du centre-ville à discuter. Arthur a jeté un coup d'œil à mon père. C'était un regard dédaigneux, pitoyable. Robert, je pense que nous avons fini ici. Je ne peux pas faire affaire avec un homme qui ne peut même pas évaluer ses propres actifs sanguins. Si vous manquez ça, il a fait un geste vers moi. Que manquez-vous d'autre dans votre diligence raisonnable? Mon père a pâli. Arthur, s'il vous plaît. Bonne nuit, Robert. A dit Arthur. Il m'a fait un signe de tête. Tony, Arthur et David Chin sont sortis de la pièce. Nous étions seuls. La famille. Julien fixait la nappe, vaincu. Les clés de Porsche gisaient là, semblant soudainement ridicules. Un jouet pour un enfant. 1,4 milliard. A chuchoté Julien. C'est plus que les actifs sous gestion de toute ma firme. Ouais, ai-je dit. C'est ça. Mon père m'a regardé. La colère était partie, remplacée par un regard désespéré et flagorneur qui m'a retourné l'estomac. Tony, a-t-il dit, la voix tremblante. Fils, c'est un miracle. Tu l'as fait. Tu leur as montré. J'ai toujours su que tu avais cette étincelle. Ne te l'ai-je pas dit, Éléanore? J'ai dit qu'il était têtu tout comme moi. Il a tendu la main pour toucher mon bras. Ne fais pas ça, ai-je dit. J'ai reculé. Tony, allez. Il a ri nerveusement. C'était de l'amour vache. Je t'ai poussé parce que je voulais que tu sois grand. Et regarde, ça a marché. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas? Les hommes Rivera. Nous pouvons combiner nos forces. Mon immobilier, ta technologie. Il n'y a pas de nous, papa. J'ai dit, ne sois pas comme ça. Il a supplié. La famille est tout. Tu le sais. Nous te pardonnons pour le secret. Nous sommes fiers de toi. Fiers? J'ai ri. C'était un son froid, amer. Il y a 5 minutes, j'étais un perdant. Il y a 5 minutes, j'étais une honte. Tu ne peux pas revendiquer la victoire si tu n'étais pas dans les tranchées. C'est le moment qui a tout changé. J'ai pensé quand j'ai finalement repris le contrôle de ma vie. Le silence qui a suivi mon refus était lourd. Mon père s'est affaissé dans sa chaise. Le masque de patriarche fier s'effritant en poussière. Il avait l'air vieux. Soudainement très vieux. Je me suis rassis. Je n'avais pas fini. J'ai encore une chose à vous montrer. J'ai dit. Mon téléphone a vibré à nouveau, mais cette fois ce n'était pas un SMS. C'était un appel téléphonique, et ce n'était pas mon téléphone qui sonnait. C'était celui de mon père. Il a regardé l'écran, confus. C'est le doyen Evans de la Columbia Business School.
Il m'a regardé avec panique. Pourquoi le doyen m'appelle-t-il un vendredi soir? Réponds, ai-je dit. Il a pris le téléphone d'une main tremblante. Il l'a mis sur haut-parleur en partie parce que ses mains tremblaient trop pour le tenir à son oreille et en partie parce qu'il était en pilote automatique. Allô, Charles. La voix de mon père a craqué. Robert. La voix du doyen a retenti à travers le haut-parleur, joyeuse et forte. J'espère que je n'interromps pas le dîner. Je ne pouvais tout simplement pas attendre lundi pour vous donner la nouvelle. Nouvelle? A demandé mon père. Le don? Robert? Le don? Nous venons de recevoir la confirmation du virement. 1,2 million de dollars. C'est le plus grand don unique au fonds d'entrepreneuriat depuis une décennie. Mon père a cligné des yeux. Je n'ai pas envoyé. Je n'ai pas. Oh, vous êtes trop modeste. Le doyen a ri. Je sais que cela venait du trust familial Rivera, mais nous savons que c'était l'œuvre d'Anthony. Il a précisé que c'était pour nommer le nouveau laboratoire d'innovation d'après la famille. Le centre Rivera pour la logistique. C'est magnifique. Robert, vous devez être si fier de votre garçon. Il n'est pas seulement milliardaire. C'est un philanthrope. Mon père m'a regardé. Ses yeux étaient écarquillés par le choc. 1,2 million, a-t-il chuchoté. Bref, je vous laisse célébrer, a dit le doyen. Nous enverrons les papiers pour la plaque la semaine prochaine. Transmettez mes amitiés à Anthony. Il fait honneur à l'institution, même s'il n'a pas obtenu son diplôme. Clic. L'appel s'est terminé. Julien a laissé échapper un petit son étranglé. Tu leur as donné 1,2 million de dollars. Juste comme ça. Je voulais aider les étudiants qui n'avaient pas de filet de sécurité, ai-je dit calmement. Ceux qui ne peuvent pas se permettre d'échouer. Et j'ai mis le nom de la famille dessus parce que contrairement à toi, papa, je me fiche du crédit. Je me soucie du résultat. Mon père a mis sa tête dans ses mains. Il a commencé à pleurer. Pas les fausses larmes d'un politicien, mais les sanglots haletants et les d'un homme qui réalise qu'il a eu complètement, totalement tort sur la chose la plus importante de sa vie. Il a réalisé que pendant qu'il était occupé à s'excuser de ma pauvreté, j'étais occupé à assurer son héritage. Je suis désolé, a-t-il étouffé. Anthony, je suis tellement désolé. J'étais un imbécile arrogant et aveugle. Je l'ai regardé. J'ai ressenti un pincement de pitié, mais c'était distant, comme regarder un étranger pleurer dans un bus. Je sais, papa, ai-je dit. J'ai fait signe au serveur. Le jeune homme s'est précipité, me regardant avec de grands yeux éblouis. L'addition, s'il vous plaît, ai-je dit. Oh, non, monsieur, a bégayé le serveur. Monsieur Sterling, a-t-il dit de mettre ça sur sa note. Il a dit que c'était un honneur de dîner avec vous. Non, ai-je dit fermement. Apportez-moi l'addition et apportez-moi une bouteille de votre meilleur champagne pour la table. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Il a apporté l'addition. C'était près de 800 dollars. J'ai sorti ma carte noire, la vraie, la carte Centurion que je gardais habituellement cachée dans mon portefeuille derrière ma carte de bibliothèque. Je l'ai placée sur le plateau. Et ajouté un pourboire de 100% pour vous-même. J'ai dit au serveur. Vous avez géré beaucoup de bruit ce soir. La mâchoire du serveur est tombée. Merci, monsieur Rivera. Merci. Je me suis levé. J'ai boutonné ma veste en jean. Où vas-tu? A demandé ma mère, la voix tremblante. Reste. Prends un verre avec nous. S'il te plaît, Tony. Je ne peux pas, ai-je dit. J'ai une célébration où aller, mais nous célébrons, a dit mon père, essuyant ses yeux. Nous te célébrons. Non, ai-je dit, vous célébrez les 1,4 milliard de dollars. Vous célébrez la une. Les gens avec qui je vais célébrer. Ils m'ont célébré quand j'avais 40 dollars et un ordinateur portable cassé. Ils m'ont célébré quand je balayais les sols. C'est mon équipe. C'est ma famille. J'ai regardé Julien. Il fixait toujours la table, brisée. Julien, ai-je dit.
Il a levé les yeux. Vends la Porsche, ai-je dit. L'entretien seul te mettra en faillite. Et appelle-moi lundi. J'ai peut-être une ouverture dans le département des finances, niveau débutant, mais ça paie de l'argent réel, pas de la dette. Julien a hoché la tête lentement. Il n'a pas discuté. Il n'a pas ricané. Il a juste hoché la tête. Je me suis tourné vers mes parents. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Profitez du champagne. Il a meilleur goût quand on le mérite. Je me suis tourné et suis sorti de la salle privée. J'ai traversé la salle à manger principale de Morton. Les têtes se sont tournées. Les gens chuchotaient. J'ai vu quelqu'un pointer du doigt et prononcer le mot milliardaire, mais je m'en fichais. Je suis sorti par la porte d'entrée, passé les valets, attendant avec les Ferrari et les Mercedes. J'ai contourné l'arrière vers le parking des employés. Je suis monté dans ma Honda Accord 2014. Elle avait une bosse dans le pare-choc et la clim cliquetait, mais elle a démarré du premier coup. J'ai reculé et suis parti, laissant le steakhouse et les fantômes de mon passé dans le rétroviseur. Je me suis engagé sur l'autoroute, direction le Queens, vers l'entrepôt, vers Samy et Sarah et les gens qui connaissaient le vrai Tony. J'ai baissé la vitre et laissé l'air froid de la nuit frapper mon visage. Je ne m'étais jamais senti aussi riche. Le trajet du Morton Steakhouse au Queens prend environ 40 minutes si le trafic est clément. Mais cette nuit-là, j'avais l'impression de traverser entre deux dimensions différentes. J'ai laissé derrière moi le monde de l'acajou poli, des chuchotements étouffés et des bouteilles de vin à $500, et j'ai conduit directement dans la poussière et le bruit de la ville qui m'a fait. Ma Honda Accord a cliqueté alors que je heurtais un nid de poule sur le pont de Kingsborough. Le son était familier, réconfortant. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti le besoin de m'excuser pour cette voiture. Je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer pourquoi je n'étais pas passé à une Benz ou une Tesla. Cette voiture avait transporté des racks de serveurs quand nous ne pouvions pas nous permettre une camionnette de livraison. Elle avait été ma chambre pendant 3 nuits lors du grand crash logistique de 2023 quand j'ai refusé de quitter l'entrepôt jusqu'à ce que nous ayons corrigé un bug de routage. Cette voiture était un cheval de guerre, et les chevaux de guerre méritent le respect. Je me suis arrêté à l'Iron Worker, un bar miteux à environ 3 pâtés de maison de notre centre de distribution principal. Ce n'était pas joli. L'enseigne au néon à l'extérieur clignotait, manquant la lettre O, donc on lisait juste l'Iron Worker, et le trottoir était taché par des années de bière renversée et dessus de la ville. Mais à l'intérieur se trouvait le cœur battant de mon entreprise. J'ai poussé la lourde porte en bois, et le mur de son m'a frappé. Rire, verre qui s'entrechoquent, le jukebox hurlant du rock classique, l'odeur de friture et de houblon rassis. Samy a été le premier à me voir. Il était debout sur une chaise, ce qui était dangereux vu sa mauvaise hanche, tenant un pichet de bière comme si c'était le Saint Graal. Il est là, a beuglé Samy, sa voix craquant par-dessus la musique. L'homme de l'heure, le garçon aux milliards de dollars qui conduit toujours une Honda, la salle a explosé. Ce n'étaient pas les applaudissements polis du steakhouse. C'était un rugissement. C'était brut, fort et authentique. 120 personnes. Mes chefs d'équipe, mes codeurs, mes conducteurs de chariots élévateurs, le personnel de nettoyage applaudissait. Sarah, ma directrice technique, a poussé à travers la foule. Elle portait un sweat à capuche qui disait « Sang froid, Code Blooded » et tenait une bière locale bon marché. Elle a souri, me donnant un petit coup de poing sur l'épaule. « Tu as survécu » a-t-elle dit. Je regardais le suivi sur ton téléphone. J'ai vu que tu étais chez Morton pendant exactement 90 minutes. Je me suis dit que soit tu étais sorti en trombe, soit tu avais acheté le bâtiment. J'ai failli acheter le bâtiment. J'ai ri, attrapant une bière sur un plateau qui passait. Mais j'ai décidé que je préférais cet endroit. Bon choix, a dit Sarah. Les calamars ici sont terribles, mais la compagnie est meilleure. J'ai passé les 3 heures suivantes à faire quelque chose que mon père ne comprendrait jamais. Je n'ai pas tenu la cour. Je ne me suis pas tenu à l'écart. J'ai bougé à travers la foule. J'ai serré la main de Devon, notre préparateur principal, et je lui ai demandé des nouvelles de la blessure au genou de sa fille au football. J'ai fait un bras de fer et perdu contre Maria DRH. J'ai écouté un pitch d'un des développeurs juniors sur une nouvelle façon d'optimiser notre routage de stockage à froid.
Il n'y avait pas de faux-semblants ici. Personne ne se souciait de ma valeur nette. Ils se souciaient que je me souvienne de leur nom. Ils se souciaient que lorsque l'entreprise est entrée en bourse, chaque employé à temps plein avait reçu des stock options. Vers 2 heures du matin, je me suis retrouvé assis dans un box au fond avec Samy. La foule s'était éclaircie, ne laissant que l'équipe de base. Samy avait l'air fatigué mais heureux. « Tu sais, gamin, » a dit Samy, essuyant la mousse de sa moustache. « Je ne t'ai jamais demandé ça quand tu es entré dans mon entrepôt il y a 5 ans, ressemblant à un rat noyé. Savais-tu ? Savais-je quoi ? Savais-tu que tu allais changer le monde ? » J'ai regardé la table éraflée gravée des initiales de 1000 clients avant nous. Non, ai-je dit honnêtement. Je savais juste que je ne voulais pas être eux. Je ne voulais pas être un costume dans une salle de conseil parlant de choses que je ne comprenais pas. Je voulais être utile. Samy a hoché la tête. Eh bien, tu es utile, Tony. Tu es sacrément utile. C'était la seule validation dont j'avais besoin. Une semaine a passé. La tempête médiatique était intense, mais je l'ai gérée comme je gérais tout le reste. Je l'ai délégué au RP et suis retourné au travail. J'ai refusé les talk shows. J'ai refusé les couvertures de magazines. Je suis resté dans l'entrepôt un mardi pluvieux, très semblable à celui où j'avais quitté la maison il y a 5 ans. Mon assistante m'a bipé. « Anthony » a-t-elle dit, « il y a un. » Eh bien, il y a un gars dans le hall. Il dit qu'il est votre frère. Il n'a pas de rendez-vous et il a l'air. Eh bien, il dit que c'est urgent. J'ai soupiré en détournant le regard de mes écrans. Faites-le monter. Je m'attendais à ce que Julien entre portant l'un de ses costumes de pouvoir, essayant peut-être de me vendre une opportunité d'investissement ou de demander un prêt avec un faux sourire. J'avais tort. Quand la porte s'est ouverte, Julien ressemblait à un fantôme de l'homme que j'avais vu au dîner. Il portait un imperméable qui avait l'air d'avoir servi de lit. Pas de gel dans ses cheveux, des cernes sous les yeux qui parlaient de nuit blanche. Et il ne conduisait pas la Porsche. Je l'avais vu sortir d'un taxi jaune depuis ma fenêtre. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte de mon bureau, regardant les murs de verre, l'activité trépidante du centre de commande en bas, le mur d'écran affichant des données logistiques mondiales. Il avait l'air petit. « Tony » a-t-il dit, sa voix était. J'ai fait signe vers la chaise en face de mon bureau. « Assieds-toi », il s'est assis. Il n'a pas croisé les jambes. Il ne s'est pas penché en arrière. Il s'est assis sur le bord, se tordant les mains. « J'ai vu les nouvelles », a dit Julien doucement, à propos du don à l'école. Papa ne peut pas s'arrêter d'en parler. Il encadre la lettre du doyen. C'est papa, ai-je dit. Il aime les plaques. Ouais. Julien a laissé échapper un souffle tremblant. Il aime ça. Le silence s'est étiré entre nous. J'ai attendu. Je savais que ce n'était pas une visite de courtoisie. J'ai perdu la voiture. Julien a lâché. Il ne m'a pas regardé. Il a regardé ses mains. Le concessionnaire l'a reprise hier matin sur le parking du bureau. Tout le monde a vu. Je m'en doutais, ai-je dit doucement. Les taux d'intérêt sur ces baux sont brutaux si tu manques un paiement. Ce n'est pas juste la voiture, Tony. Julien a levé les yeux. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur dans ses yeux. C'est tout. Le condo en ville, hypothéqué jusqu'au cou, la maison des Hantons. Je ne la possède pas. Je la loue pour prendre des photos pour Instagram. Le travail ? Je suis sur un plan de performance. Si je n'apporte pas $1 million de nouveaux actifs d'ici vendredi, je suis dehors. Il s'est affaissé en avant, mettant sa tête dans ses mains. Je suis fauché, Tony. Pire que fauché. Je suis à moins $500 000. J'ai des dettes de cartes de crédit, des prêts personnels, des appels de marge. J'empruntais à Pierre pour payer Paul, essayant de maintenir l'image, essayant d'être le fils que papa voulait. Je l'ai regardé. J'aurais dû me sentir triomphant. C'était le gars qui s'était moqué de mes chaussures. C'était le gars qui m'avait traité d'échec. J'aurais dû rire, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste senti triste. Pourquoi n'as-tu pas juste arrêté ? Ai-je demandé.
Pourquoi ne leur as-tu pas juste dit que tu ne pouvais pas te le permettre? Julian a ri. Un son amer et humide. Leur dire. Dire à papa. Tu sais quoi? Il est comme, Tony, tu es parti. Tu t'es échappé. Tu étais le courageux. Moi? J'étais le lâche. Je suis resté. Et chaque jour je devais être parfait. Regardez Julian, le VP. Regardez Julian, le succès. J'étais piégé dans une cage dorée et les murs se refermaient. Il m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage. Je te haïssais, a-t-il chuchoté. Je te haïssais parce que tu étais libre. Tu portais ces bottes sales et tu conduisais cette voiture merdique et tu te fichais de ce que quiconque pensait. J'étais jaloux. Dieu, j'étais si jaloux. Il a essuyé son visage avec sa manche. Je ne suis pas venu ici pour demander de l'argent, a dit Julian, la voix tremblante. Je veux dire, j'y ai pensé. J'ai pensé à te supplier de me renflouer. Mais je sais que tu ne le feras pas, et tu ne devrais pas. Non, ai-je dit, je ne paierai pas tes dettes, Julian. Si je te fais un chèque d'un demi-million de dollars, tu seras juste endetté à nouveau dans 2 ans. Tu ne sais pas gérer l'argent parce que tu ne l'as jamais respecté. Julian a hoché la tête, la défaite l'envahissant. Je sais. Je voulais juste. Je voulais que tu saches avant que le reste du monde ne le découvre. Je déclare faillite la semaine prochaine. Il s'est levé pour partir. Je suis désolé, Tony, pour tout. Tu étais le vrai succès. Je n'étais qu'un reflet. Assieds-toi, ai-je dit. Julian s'est figé. Quoi? J'ai dit, assieds-toi. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau. J'ai sorti un gilet haute visibilité. Il était orange vif avec le logo Nexus Chain dans le dos. Je l'ai jeté sur le bureau. Il a glissé sur le bois poli et s'est arrêté juste devant lui. Je ne te donnerai pas d'argent, ai-je dit. Mais j'ai un poste vacant. Chef d'équipe au hub de Jersey City. C'est le quart de nuit. 20h à 6h. Tu géreras une équipe de 30 préparateurs et chargeurs. C'est bruyant. C'est froid en hiver. Et c'est chaud en été. Julian a fixé le gilet. Le salaire est de 65 000 $ par an, ai-je continué. Ça vient avec une assurance maladie et une contribution 401K. Ce n'est pas un salaire de VP. Ça ne paiera pas une Porsche, mais c'est de l'argent honnête, et personne là-bas ne se soucie de qui est ton père. Il se soucie seulement si tu vides la file d'attente à temps. Julian a regardé le gilet, puis moi. Tu veux que je travaille dans un entrepôt? Je veux que tu apprennes à travailler. Je l'ai corrigé. Je veux que tu apprennes ce que ça fait de gagner $1 au lieu de le déplacer sur un tableur. Je veux que tu sues. Je veux que tu sois trop fatigué à la fin de la journée pour t'inquiéter de ce que les gens pensent de toi. Je me suis penché en avant. Prends le boulot, Julian. Déclare faillite. Laisse la voiture partir. Laisse le condo partir. Emménage dans un studio. Recommence. Mais cette fois, construis quelque chose de réel, tout comme je l'ai fait. Julian a tendu la main. Sa main tremblait. Ses doigts ont effleuré le tissu rugueux du gilet de sécurité. Il l'a saisi. Quart de nuit? A-t-il demandé, un petit sourire tordu apparaissant sur son visage. Quart de nuit, ai-je confirmé. Ne sois pas en retard. Samy est le directeur régional. Si tu es en retard, il te virera. Être mon frère ne te sauvera pas. Julian s'est levé en tenant le gilet comme si c'était une bouée de sauvetage. Il a pris une profonde inspiration et pour la première fois depuis qu'il était entré, il s'est tenu droit. Je ne serai pas en retard, a-t-il dit. Bien, ai-je dit. Maintenant sors de mon bureau. J'ai du travail à faire. 6 mois plus tard, le soleil du désert du Nevada est impitoyable. Mais à l'intérieur du tout dernier centre de traitement Nexus Chain, la température est une constante fraîcheur de 20 degrés Celsius. Je suis debout sur la mezzanine regardant mon empire en bas. Cette installation est 10 fois la taille de celle du Queens. Elle s'étend sur 800 mètres. En bas, des milliers de robots bougent dans une danse synchronisée. Une rivière de métal orange transportant des colis vers leur destination. C'est une symphonie d'efficacité. Le bourdonnement des serveurs,
le ronronnement des tapis roulants. C'est la plus belle musique que j'ai jamais entendue. Mon téléphone vibre. C'est un SMS de mon père. Papa, je viens de finir de lire ce livre sur le Lean Six Sigma que tu as envoyé. Je comprends enfin ce que tu voulais dire sur les goulots d'étranglement au dîner. Truc fascinant. Aussi, maman veut savoir si tu viens pour le rôti du dimanche. Elle fait du rôti braisé, pas de la salade. Je souris. Les choses ont changé. Pas parfaitement, mais significativement. Après l'effondrement de Julien, mes parents se sont enfin réveillés. La honte de la faillite de Julien a failli briser mon père au début, mais elle a aussi brisé le sortilège. Il a réalisé que l'image qu'il avait passé sa vie à cultiver était un château de cartes. Ils ont vendu la grande maison à Westchester. Elle était trop grande pour 2 personnes de toute façon, et ils avaient besoin de l'argent pour aider à régler certains frais juridiques de Julien, que j'ai refusé de payer, mais je ne les ai pas empêchés d'aider. Ils ont emménagé dans une maison de ville agréable et sensée. Mon père a pris sa retraite du jeu immobilier. Il a arrêté de courir après les grosses affaires. Maintenant, il passe son temps à essayer de comprendre mon monde. Il lit des livres sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Il me pose des questions maladroites, gauches, mais sincères. Il a arrêté d'essayer d'être mon mentor et a commencé à essayer d'être mon père. Et Julien, j'ai marché jusqu'à la rambarde et j'ai regardé le flux en direct du hub de Jersey City sur ma tablette. La caméra 4 montrait le quai de chargement. Il y avait un gars dans un gilet orange vif tenant un presse-papier dirigeant un conducteur de chariot élévateur avec des gestes de la main animés. Il semblait plus mince. Ses cheveux étaient en désordre. Il portait des bottes de travail, pas des Red Wings. Il ne pouvait pas encore se les offrir, mais des décentes. C'était Julien. Il n'avait pas abandonné. Le premier mois a été un enfer pour lui. Samy m'appelait tous les jours en disant que Julien vomissait dans la salle de bain d'épuisement ou gâchait les comptes d'inventaire. Mais Samy ne l'a pas viré et Julien n'est pas parti. Il a tenu bon. Il a déclaré faillite, a emménagé dans un appartement d'une chambre à Hoboken et a commencé à prendre le train pour aller travailler. Plus de hantons, plus de turcs écaïques, juste travail, dodo, et répéter. La semaine dernière, Samy m'a dit que Julien avait le taux d'efficacité d'équipe le plus élevé de la région. Il a la tête pour les chiffres ce frère à toi, avait grogné Samy. Une fois qu'il a arrêté d'essayer d'être le patron et a commencé à essayer d'être un travailleur, il a compris comment optimiser la ligne d'emballage. Nous a fait économiser 10 briques ce mois-ci. J'ai zoomé sur l'écran. Julien riait de quelque chose que le conducteur du chariot élévateur disait. C'était un vrai rire. Ses épaules étaient détendues. Il avait l'air fatigué, oui, mais il n'avait plus l'air terrifié. Il avait l'air libre. J'ai rangé la tablette et j'ai regardé mes propres pieds. Je portais toujours les Red Wings. Je pouvais me permettre de porter n'importe quoi maintenant. Je pourrais avoir des chaussures en cuir italien sur mesure faites par des moines aveugles en Toscane si je le voulais, mais je portais celles-ci. Je les portais aux réunions du conseil. Je les portais à la cérémonie d'inauguration de cette installation. Je les portais quand j'ai sonné la cloche d'ouverture à la bourse de New York le mois dernier. Elles étaient un rappel. Un rappel des nuits froides dans l'entrepôt. Un rappel de la faim, un rappel des insultes, mais surtout elles étaient un rappel de la vérité que j'avais apprise à la dure. Le succès n'est pas une question de costume que tu portes. Ce n'est pas une question de voiture que tu conduis ou de code postal où tu vis. Mon père a passé toute sa vie à jouer un rôle, terrifié que quelqu'un voie derrière le rideau. Julien a failli détruire sa vie en essayant de maintenir une façade. Le vrai pouvoir n'est pas de convaincre les autres que tu es important. C'est de savoir que tu es utile. C'est de résoudre des problèmes. C'est de construire quelque chose qui existe même quand tu quittes la pièce. Ma famille m'a traité d'échec parce que je ne rentrais pas dans leur moule. Ils se sont moqués de ma pauvreté parce qu'ils ne pouvaient pas voir ma richesse. Ils pensaient que j'étais vide parce que je n'étais pas bruyant. Mais à la fin, le silence a gagné. Le bruit de leur jugement s'est estompé, remplacé par le bourdonnement de mes machines, le respect de mon équipe et la satisfaction tranquille d'un travail bien fait. J'ai vérifié ma montre. 20 heures. L'heure du changement d'équipe. Je me suis détourné de la rambarde et ai marché vers mon bureau. J'avais une réunion avec l'équipe d'ingénierie dans 10 minutes.
Nous travaillions sur un nouveau système de livraison par drone qui révolutionnerait la logistique rurale. Il y avait du travail à faire et j'étais juste l'homme pour le faire. Alors voilà mon histoire. C'est une histoire de justification. Oui. Ça fait du bien de prouver que les gens ont tort. Mais si vous repartez avec une chose de mon parcours, j'espère que c'est ceci. Ne laissez personne d'autre écrire votre définition du succès. Nous vivons dans un monde obsédé par l'apparence de la richesse. Nous voyons les voitures, les vacances, les montres sur les réseaux sociaux, et nous avons l'impression de prendre du retard. Mon frère Julien est tombé dans ce piège, et cela a failli lui coûter la vie. Mon père est tombé dans ce piège et cela lui a coûté une relation avec son fils pendant 5 ans. Le vrai succès est ce que vous construisez quand personne ne regarde. Ce sont les nuits tardives. C'est le sale boulot. C'est l'intégrité d'être qui vous êtes, même si cette personne porte de vieilles bottes à un dîner chic. Maintenant, j'ai une demande pour vous. Je veux savoir si cela a résonné. Avez-vous déjà été jugé sur votre apparence? Avez-vous déjà dû travailler silencieusement vers un objectif pendant que d'autres doutaient de vous? Si cette histoire vous a donné de l'espoir ou si elle vous a juste fait vous sentir un peu moins seul dans votre propre labeur, s'il vous plaît laissez un commentaire ci-dessous avec le mot bien. Le succès est une route solitaire, mais nous pouvons la parcourir ensemble. Merci d'avoir écouté.